Je vous propose de prendre nos travaux en saluant avec plaisir Marcel Bonneau qui rejoint nos travaux, qui nous a manqué. Marcel? Marcel? Bon, tant pis. Il est sourd maintenant. Il a été hospitalisé, maintenant il est sourd. Donc c'est pas. Il a été hospitalisé pendant 3 mois, il est refait partout. Marcel, je voulais te dire le plaisir que nous avions à t'accueillir à nouveau dans nos commissions. Et que donc du coup c'est rassuré et heureux de t'accueillir à nouveau. Bien, nous avons un ordre du jour assez léger, ce qui, au regard de la densité de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, nous rend singulier, mais profitons de ce qui n'est que momentané. Et donc, un point à l'ordre du jour que nous avons déjà eu l'occasion de discuter, qui revient après une lecture par le Sénat, qui est une proposition qui nous avait été faite par le groupe UDI, et donc la parole est à François Sauvadet. Si, Monsieur le Président de la Commission des lois, donc nous avons une deuxième lecture d'une proposition de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections. Et c'est une question d'ailleurs qui transcende les clivages politiques, puisqu'en première lecture, nous étions parvenus à un accord, j'allais dire, quasi unanime, pour ne pas dire unanime, et avec l'accord du gouvernement. L'Assemblée donc a adopté cette proposition de loi en première lecture. C'était, je vous le rappelle, le 22 novembre 2012, ça fait presque un an, lors d'une journée consacrée à un ordre du jour déterminé par l'UDI. Quant au Sénat, je dois vous dire que j'aurais préféré qu'il l'adoptât dans les mêmes termes que ceux de l'Assemblée nationale, mais il s'avère que le Sénat Franchement, j'ai l'impression que le brouhaha est très fort. Plusieurs modifications. Et donc... déjà, partons de ce qui reste conforme, c'est que les bulletins blancs seront désormais décomptés séparément des autres bulletins, c'est-à-dire des bulletins valides et des bulletins nuls. Les votes blancs donc ne seraient plus mélangés aux votes nuls, donc conformément au souhait de nombre de nos compatriotes qui aspirent à disposer d'une autre forme d'expression politique. La proposition de loi prévoit que le nombre de votes blancs sera spécialement mentionné dans les résultats du scrutin. Et donc, on pourra connaître le pourcentage des électeurs qui ont choisi de placer un bulletin blanc dans l'urne, c'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'offre politique telle qu'elle aurait proposée. Au départ, moi, je dois vous le dire, j'étais plutôt favorable à ce qu'il soit aussi déterminé comme suffrage exprimé, mais j'ai pris en compte la plupart des remarques émanant les remarques émanant de beaucoup de groupes, et donc de beaucoup de parlementaires, et donc les débats d'ailleurs du Sénat se sont conclus dans le même sens. Et donc, il ne paraît pas opportun, en tout cas, de revenir sur cette question de comptabilisation des votes blancs comme suffrage exprimé, puisqu'il y a une unanimité, je crois, entre l'Assemblée et le Sénat. Et donc, j'émettrai, je le dis dès maintenant, un avis défavorable à l'amendement de Sergio Coronado, même si je partageais dans la formule originelle son point de vue, mais je crois que si on veut qu'on avance sur cette question, il faut rechercher les voies de concorde. Donc, deuxième chose, j'avais écouté la recommandation de Guy Carcassonne, le regretté Guy Carcassonne, qui m'avait suggéré de considérer qu'une enveloppe vide devait être considérée comme un vote blanc et non pas comme un vote nul. Le Sénat ne nous a pas suivis sur cette affaire, je le regrette, et donc elle considère que pour résumer les débats que j'ai lus, des débats du Sénat, pour résumer, faire court, ils considèrent que ça peut être aussi une erreur, et donc on ne peut pas assimiler l'enveloppe vide à une expression d'un vote blanc. Bon, dont acte. En revanche, il y a eu aussi un troisième point qui va pouvoir faire débat parmi nous, c'est la mise à disposition d'un bulletin blanc pour les électeurs. Donc il y a eu un vrai débat au Sénat autour de cette question, et le Sénat a considéré qu'il appartenait à chacun des électeurs de venir avec son enveloppe et son bulletin pour exprimer son vote blanc. Alors, ça c'est une question qu'on va avoir à débattre ici, mais une question qu'on doit mettre en perspective avec la date d'application de cette réforme, qui est une réforme importante et attendue. Surtout à un moment où on a quand même, on le constate les uns les autres, des tensions très fortes dans la société française, la tentation forte d'exprimer par un vote extrême son mécontentement, et donc tout ce qui pourrait contribuer à faire en sorte que pour les compatriotes qui ne se reconnaîtraient pas dans un
dans l'offre politique de l'exprimer par un vote blanc, c'est quand même plutôt mieux, me semble-t-il, en expression démocratique, que de les conduire, ou en tout cas que de les laisser tenter par des votes extrêmes. Donc, moi, je tiens beaucoup, je vous le dis, à ce que cette loi puisse s'appliquer dès les prochaines municipales. Ça n'aurait aucun sens. Ça fait 1 an qu'on est devant le Parlement avec cette question. Ça fait des mois et des mois qu'on en débat. Donc, il faut qu'on en sorte. Alors, je sais bien que l'œuvre législative est toujours perfectible. C'est pas devant le président de la commission des lois que je veux le rappeler. Donc, la question de l'application de la loi va être une question centrale. J'observais qu'au Sénat, on a indiqué qu'elle s'appliquerait, pour être assuré qu'elle s'applique pour les élections municipales, au 1er mars de l'année prochaine. Bon, c'est donc inscrit dans la loi. Moi, je prends acte de cette volonté, surtout que ça a été fait avec le soutien du gouvernement, qui considérait, à l'époque où c'était débattu au Sénat, que cette date, effectivement, devait marquer notre volonté commune d'inscrire le vote blanc, ou la possibilité de voter blanc, et de le voir reconnaître en tant que tel dès les prochaines municipales. Alors évidemment, on va être confronté à un choix qui va être un choix assez simple. Soit on accepte l'avancée du Sénat incomplète et la loi s'applique au moment des élections municipales, ou on considère que l'œuvre législative doit être améliorée. Mais auquel cas, moi je vous le dis mes chers collègues, la question de la navette va se poser très clairement. La prochaine niche parlementaire qui nous serait offerte serait aux alentours du 22 février de l'année prochaine, ce qui rendrait impossible l'application de la loi. Sauf à ce que le gouvernement considère cette fois que c'est une nécessité de le faire et qu'il prenne des engagements de le faire. Mais moi, je dois vous dire, j'aurais préféré une œuvre plus législative, plus complète, et notamment qu'on puisse mettre à disposition, je ne vous le cache pas, des électeurs sur la table, un bulletin blanc dont l'électeur peut se saisir pour le mettre dans son enveloppe si tel est son souhait, plutôt que de le voir amener son bulletin, évidemment. Mais dans le même temps, je vous le dis, je préférerais une œuvre même imparfaite au plan des moyens, mais en tout cas qu'elle puisse s'appliquer dès l'année prochaine. Personne ne comprendra, en tout cas moi le premier, qu'on reporte après les élections, dans la période de tension que nous avons, l'expression d'un vote blanc. Voilà en résumé, hein, je ne vais pas aller au-delà. C'est la raison pour laquelle, bon, même si j'en mesure les limites, à titre personnel et comme rapporteur, je suggérerais à notre Assemblée de l'adopter dans les mêmes termes que ceux sortis du Sénat. Je n'ignore pas les difficultés que ça va poser, les discussions que ça peut provoquer, mais en tout cas, on est devant un dilemme, soit elle s'applique, soit elle ne s'applique pas. Et je crains d'ailleurs sur les questions aussi de l'enveloppe vide, ça ne devienne un point de crispation avec le Sénat, puisque j'observe c'est à la quasi-unanimité du Sénat, Monsieur le Président. Donc évitons quand même de donner le spectacle de points de crispation sur considérer qu'une enveloppe vide est blanc ou non, pour arriver à l'essentiel, c'est de faire en sorte que nos compatriotes qui ne se reconnaissent pas dans l'offre politique qui leur est proposée puissent s'exprimer autrement que par des votes extrêmes. Il y a une démarche citoyenne d'aller voter. Je crois qu'il faut le reconnaître à nos compatriotes. Donc voilà, je mesure la difficulté de la tâche qui nous est confiée, mais en même temps, je mesure en même temps que la difficulté, la responsabilité que nous avons d'offrir enfin à nos compatriotes la possibilité d'une expression par un vote blanc reconnu comme tel. Voilà, merci mes chers collègues. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donner la parole naturellement aux collègues qui l'ont demandé. Je voudrais dire en préalable ma position sur ce sujet. C'est un sujet auquel chacun sait ici que je suis attaché, puisque j'avais déposé une proposition de loi dans la précédente législature sur ce que je considère que c'est effectivement un progrès pour la démocratie, que le vote blanc est un vote politique, ce qui n'est pas le cas du vote nul, et que donc il y a l'expression d'une volonté qui est manifestée par l'électeur. Et la PPL n'avait pas été inscrite, me semble-t-il, dans la précédente législature. En tout cas, le gouvernement y était hostile, donc ça n'avait pas pu aboutir. C'est la raison pour laquelle moi j'avais relayé avec enthousiasme l'idée que le groupe UDI a portée et que François Sauvadet incarne aujourd'hui, et ravi de constater que le gouvernement avait approuvé cette volonté de façon enfin à concrétiser cette avancée. Bon. Nous avions, me semble-t-il, un bon texte en sortant de l'Assemblée nationale. Un bon texte parce que d'abord il n'engage pas des dépenses supplémentaires pour l'État, puisque l'État n'avait plus à mettre le bulletin blanc à disposition, ce qui paraissait quand même un peu paradoxal, puisque l'idée que Guy Carcassonne avait inventée, qui avait convaincu beaucoup d'entre nous, était justement de se servir de cette idée. L'enveloppe vide est un vote blanc. Et donc, du coup, le gouvernement avait d'ailleurs approuvé l'idée à ce motif-là.
rappelle que le gouvernement en première lecture avait dit justement qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait des dépenses supplémentaires. Chacun en comprendra la logique. Bon. Le texte qui vient du Sénat est un texte que je trouve compliqué, qui justement va à l'inverse de ce message simple que nous voulons envoyer. Je connais comme vous ici la complexité de la composition sénatoriale. Je sais que les recherches de compromis sont une œuvre difficile et que la stabilité sénatoriale s'apparente à de la nitroglycérine. Et quand une fois qu'ils arrivent à trouver une position, on considère que plus personne ne doit bouger. Ce qui est donc une nouvelle acceptation de ce qu'on appelle la sagesse du Sénat. Bon, très bien. Donc je prends cet élément en compte, évidemment. La sagesse du Sénat doit être respectée. Mais je trouve que le message qui est envoyé est compliqué. J'espère que chacun d'entre nous a bien compris ce que les sénateurs veulent nous faire faire. C'est-à-dire, vous voulez voter blanc, il faut que vous preniez chez vous un papier blanc, que vous l'ameniez et que vous le mettiez dans l'enveloppe. Si vous mettez votre enveloppe vide, c'est un vote nul. Donc on va donc dire, le blanc, c'est vous qui l'amenez, mais si vous votez vite, c'est nul. Je trouve que c'est compliqué, alors que s'il suffirait de dire à partir de maintenant, les enveloppes vides sont des votes blancs, chacun en comprendra la force. Donc j'entends le souci de compromis qui caractérise le travail du rapporteur, et je l'en remercie. J'avoue que pour le moment, je ne suis pas convaincu, mais le débat ne fait que commencer. Et Jean-Frédéric Poisson a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je note avec une certaine forme de satisfaction que vous engagez l'Assemblée nationale à respecter plus souvent la sagesse du Sénat. Je ne saurais que trop faire en sorte que cette parole ne propage, mais ça va beaucoup compliquer l'exercice, en tout cas pour vous. Sur d'autres textes que celui-là, j'entends bien sûr. J'avoue, à titre personnel en tout cas, être d'abord sur la thématique en général, qu'il y ait une reconnaissance plus précise des différentes prises de position de nos concitoyens électeurs, pourquoi pas. Deuxièmement, le fait que on distingue entre les expressions qui conduisent nos concitoyens à ne pas choisir de candidat dans une élection. Il y a plusieurs formes. En utilisant le bulletin qui existe, en mettant des mentions dessus, c'est un choix politique. Chacun qui a dépouillé des bulletins de vote dans les bureaux le sait. Le fait de ne pas mettre de bulletin dans une enveloppe, c'est aussi un choix politique. Et le fait de mettre un papier blanc dans une enveloppe, c'est encore un choix politique. Un vote, c'est un choix politique par définition. Ensuite, il y a des conditions de nullité ou d'expression qui sont précisées. Mais quand il y a une absence de choix, il y a aussi un choix. Est-ce qu'il faut distinguer le compte des bulletins blancs et des bulletins nuls? Pourquoi pas? J'ai l'impression qu'on est en train d'inventer un système un peu compliqué pour des choses qui ont un impact démocratique, à mon avis, fort limité. Il y aurait, et d'ailleurs l'attente de nos concitoyens, elle va au-delà de ça. Et j'observe qu'aucune des deux chambres n'a pris le pas qui est souvent exprimé, c'est-à-dire que le décompte des votes blancs, si jamais il devait conduire à priver un des candidats d'une majorité, à ce moment-là, sa prise en compte aurait un réel sens. Mais ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale, ni le gouvernement, quelles que soient les couleurs successives, n'ont voulu entrer dans cette mécanique. Donc on est, par rapport à l'attente des concitoyens, très en deçà de la main. C'est d'ailleurs heureux, parce que si la majorité n'est pas la majorité des suffrages exprimés, ben, ça n'a pas de sens. Donc il faut rester sur le schéma qui est le nôtre. Maintenant qu'on essaye d'arranger quelque chose qui serait forcément pas tout à fait facile à comprendre, quoi qu'il arrive, Monsieur le Président, même si je crois que effectivement la distinction entre nul et blanc doit être maintenue, mais alors, est-ce qu'il faut mettre des papiers blancs, pas de papier blanc? Est-ce qu'une enveloppe vide est nulle ou blanche? Enfin, je crois franchement que on est en train d'examiner des problèmes qui sont assez sibyllins, pour tout dire. Moi, j'ai pas de position très arrêtée sur ce sujet. Je dis simplement que dans la mesure où effectivement, on ne considère pas que les suffrages du vote exprimés de manière blanche ou nulle ne remettent pas en cause la majorité des suffrages exprimés dans le décompte. Très franchement, on peut faire à peu près n'importe comment, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et je pense qu'en termes d'affichage, la position qui consiste à dire que je comprends, qui est la vôtre, et je suis assez d'accord avec ça, que quand une enveloppe est vide, on la considère comme un bulletin blanc, pourquoi pas? Enfin, je veux dire que on aura sans doute des choses plus compliquées et plus importantes à régler dans cette commission à l'avenir. Dernier point, je suis quand même surpris du fait qu'on ne soit pas en mesure, quand je dis on, c'est à la fois tout le monde et personne, Monsieur le Président, on ne soit pas en mesure de faire appliquer ce texte avant les élections municipales qui viennent. Je ne vois pas, enfin, puisque effectivement ce motif ne change pas grand-chose à la pratique de nos institutions, puisqu'elle ne consiste que dans la possibilité d'avoir un décompte plus fin sur l'origine des bulletins et leur signification. Admettons-en l'augure. Je ne suis pas certain, mais admettons.
dans la mesure où ça ne bouleverse rien de nos pratiques, rien des échéances sur les élections et les résultats des élections, je ne vois pas ce qui peut raisonnablement empêcher la mise en place de ce dispositif avant les élections prochaines. Je crois que si on devait ajouter une forme de pas de deux à une incompréhension qui viendrait de ce fait de report de calendrier, on passerait définitivement complètement à côté du sujet. Merci beaucoup. Guy Geoffroy. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, Jean-Frédéric Poisson a dit un certain nombre de choses que j'aurais souhaité dire, donc je ne les redirai pas. Malgré tout, je voudrais faire quelques remarques. La première sur la portée de la question. Tout ceci se réduit comme une peau de chagrin. Et c'est dommage. Parce que le sujet, c'est quoi? C'est est-ce que nos concitoyens souhaitent que soit reconnu en tant que tel leur refus de se prononcer en faveur d'un candidat au premier tour ou leur refus de choisir entre deux ou plusieurs candidats au second? C'est ça la question. Aujourd'hui, on utilise une formule qui est la formule des suffrages valablement exprimés, ce qui signifie que ceux qui ont mis un bulletin blanc, un bulletin nul ou qui n'ont pas mis de bulletin sont considérés comme ne s'étant pas valablement exprimés. C'est la formule officielle. C'est un problème. Moi, je suis assez surpris qu'on en arrive à dire, bon, le bulletin blanc, c'est le bulletin blanc, il a de la valeur parce qu'il est blanc, le bulletin nul, c'est-à-dire les deux bulletins de deux candidats pour lesquels on ne veut pas voter au second tour, qu'on met dans la même enveloppe, ça c'est moins pur que le bulletin blanc. Ça me gêne, mais c'est plus le sujet puisqu'on a rétréci la voilure. Qu'est-ce qui est important à mon sens? C'est qu'on puisse clairement indiquer, dans un premier tour, ce que constitue la majorité absolue. Si au premier tour, quelqu'un a 50,01% des suffrages exprimés, mais qu'on n'a pas considéré comme suffrages exprimés des votes correspondant à un déplacement d'un électeur, le fait que l'électeur se déplace aujourd'hui commence à devenir un exploit. Donc, dire à l'électeur qui se déplace que s'il n'a pas le bon goût de mettre dans l'enveloppe le bulletin d'un des candidats, il ne s'exprime pas valablement, c'est un peu gênant. Par contre, que cet électeur sache que si, avec 50,01% de suffrages qui aujourd'hui sont considérés comme valablement exprimés, on n'a que 49,8% des suffrages qui se sont exprimés, y compris par un bulletin ne correspondant à aucun candidat, ça a une autre gueule, excusez-moi l'expression. Et ça peut notamment entraîner le fait que ce prétendu élu du premier tour, et qu'il l'est légitimement aujourd'hui, doit aller au second tour. Bon. De même, pour le second tour de l'élection présidentielle, on dit bien qu'il n'y a que deux candidats et que par définition, c'est celui qui a le plus de voix qui est élu, parce que dans notre système actuel, celui qui a le plus de voix a la majorité absolue, puisque par définition, on part des suffrages que l'on dit valablement exprimés. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger, certains l'ont fait pour une récente élection présidentielle, sur le fait que l'élu légitime et incontestable du suffrage universel n'a peut-être pas eu la majorité absolue de l'ensemble des suffrages qui se sont exprimés d'une manière ou d'une autre. Ce qui ne pose aucun problème de légalité, mais ce qui peut peut-être commencer à poser un problème de légitimité. Donc moi je pense que le sujet, non mais dans l'esprit de certains, je ne dis pas pour moi, mais le sujet, si demain on a un président de la République qui est élu au second tour parce qu'il n'y a que deux candidats, alors que par rapport à tous les suffrages qui auraient été considérés comme exprimés, il n'a pas 50%, je pense que les appréciations poseront un certain nombre de difficultés qui aujourd'hui ne sont pas posées. C'est la raison pour laquelle moi je regrette qu'on en soit là, mais je souhaite qu'on aboutisse. Et je souhaite qu'on aboutisse d'une manière qui ne soit pas une provocation à l'égard de nos électeurs. Parce que franchement, dire à nos concitoyens aujourd'hui que pour des raisons techniques liées au vote électronique, c'est l'exposé des motifs d'un amendement qui est présenté aujourd'hui par un groupe de notre Assemblée, que ceci n'est pas possible pour les élections qui se déroulent le 23 et le 30 mars, mais que ça sera possible le 1er avril, c'est un mauvais poisson que la commission des lois accepterait pour le 1er avril. Non, mais je le dis, je suggère aux auteurs de l'amendement d'être plus précis je suggère aux auteurs de l'amendement d'être plus précis
et d'avoir le courage d'écrire que la loi s'appliquera le lundi 31 mars au matin. Ça sera plus clair. Hein. Alors, soit on va jusqu'au bout et on a le courage de le faire, soit on n'a pas le courage de le faire et on risque d'être considéré par nos concitoyens comme se moquant un peu d'eux, une fois de plus, sur des questions dont ils sont de plus en plus imprégnés et auxquelles ils sont de plus en plus sensibles. Donc sur cette affaire du report au-delà des municipales, si c'est fait aujourd'hui par notre commission, je considérerais que c'est grave. Je pense qu'il faudra avoir un peu plus de décence que celle de parler d'une date qui se situe le surlendemain du second tour de l'élection. Si vous voulez que ça ait lieu pour les européennes, ce que vous prétendez vouloir faire, dites le 1er juin. Parce que dans quelle situation serez-vous si le hasard du calendrier politique fait que nous avons une élection le 5 avril ou le 10 avril, ou qu'il y a un report de quelque chose? Dans quel état serons-nous? Nous ne serons pas dans le registre de la provocation, nous serons dans le registre du ridicule. Hein. Donc moi, vraiment, je souhaite que ce texte aille au bout, même s'il a été beaucoup déprécié, ce que je regrette, mais surtout, ne commettons pas cette erreur en forme de provocation, de repousser la date d'application au 1er avril. Hein. Ça sera vraiment une triste et sinistre plaisanterie. Merci, mon cher collègue. Je veux quand même prendre la défense de Jean-Frédéric Poisson, qui n'est pas un mauvais poisson. Il peut être taquin des fois, et M. Goujon vient en appui de la défense, naturellement. Naturellement. Tout ça est assez cohérent. Mais voilà. Donc, la parole est maintenant à Pascal Popelin. Oui, merci, Monsieur le Président. Je viens d'entendre ce vibrant plaidoyer de notre collègue Geoffroy sur le vote blanc, qui, quand on regarde le sujet, le cheminement de ce type de proposition au sein de notre Assemblée, est une nouveauté, puisque cette PPL n'avait pas trouvé possibilité d'être mise en œuvre préalablement. Je rappelle que le groupe SRC a, de longue date, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes bien placé pour le faire, Monsieur le Président, était favorable à la reconnaissance du vote blanc. Dès l'année 2003, il y avait une proposition de loi déposée par Laurent Fabius et Jean-Marc Ayrault, et vous-même êtes l'auteur, dans une période plus récente, d'un texte similaire. Alors, sur des questions principielles, pourquoi sommes-nous favorables à la reconnaissance du vote blanc? D'une part, parce que nous considérons que voter blanc, ce n'est pas s'abstenir. S'abstenir, c'est décider de ne pas exercer son droit, ou selon la manière dont on considère les choses, de ne pas exercer son devoir de citoyen. Voter blanc, ça n'est pas non plus voter nul, puisque voter nul, c'est soit commettre une erreur, soit essayer ou être victime d'une manipulation avec un signe distinctif, soit avoir, vous avez indiqué ça un petit peu à la légère, moi je considère que les bulletins maculés, les insultes sur les bulletins, c'est un comportement qui est incivique et irrespectueux. Et on mélange ça avec la démarche d'un citoyen qui vient voter, mais qui estime que l'offre politique qui lui est proposée ne lui convient pas et le manifeste. Et cette démarche-là, nous considérons qu'elle doit être prise en compte. Et pour moi, c'est ça le sens de la reconnaissance du vote blanc. Parce que je ne crois pas, pour ma part, je l'avais déjà exprimé lors des débats en première lecture, que cette reconnaissance aura un impact sur le taux de participation au scrutin. Et je ne crois pas davantage qu'elle aurait vocation à avoir un impact sur les votes extrêmes. Ce n'est d'ailleurs pas l'objet des modalités législatives d'organisation d'un scrutin ou de comptabilisation de ces résultats. Ça, c'est la responsabilité des acteurs du débat public. En revanche, comptabiliser de manière spécifique le vote blanc, c'est reconnaître qu'il s'agit bien d'une manifestation, d'un choix réfléchi de la part de l'électeur. Et voilà pourquoi nous avons voté cette proposition de loi qui avait été inscrite à l'ordre du jour à l'initiative de l'UDI l'année dernière, après que notre Assemblée y ait apporté deux principales modifications. La première, c'était la non-comptabilisation des bulletins blancs parmi les suffrages exprimés, et nous étions tombés d'accord sur ce point au cours
de la discussion. J'ai noté une réflexion intellectuellement intéressante de Guy Geoffroy tout à l'heure sur la question du premier tour. Ça mériterait sans doute réflexion à l'avenir, mais je ne suis pas certain que dans le contexte où, en même temps, on nous explique qu'il faut aller extrêmement vite et que si on ne le fait pas dès la prochaine élection, c'est une marque de non-respect, et complexifier ainsi le sujet, même si intellectuellement, sur ce point, je suis, alors que je ne suivrai absolument pas sur le deuxième point, qui serait la remise en cause de la légitimité d'un candidat qui, élu au second tour, n'aurait pas obtenu la majorité des suffrages, bulletin blanc compris. Je crois que ça, c'est un raisonnement dangereux, et c'est la raison pour laquelle nous avions d'ailleurs écarté le fait que les suffrages, les bulletins blancs ne soient pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. Et je me permets aussi de signaler que 2012 n'est pas la seule élection présidentielle où, au terme du deuxième tour, la majorité des suffrages, bulletins blancs compris, ne permettait pas d'atteindre les 50%. Donc je dis, sur la première partie de votre raisonnement, et s'agissant du premier tour, ça mérite sans doute réflexion un jour. Sur la deuxième, faisons extrêmement attention, en particulier dans la période que nous connaissons, avec ce type de raisonnement que je considère pour ma part comme dangereux. Nous avions aussi, collectivement, choisi de comptabiliser les enveloppes vides comme bulletins blancs au cours de cette première lecture, et pour des raisons pratiques évidentes. Si on veut rendre opérationnelle cette faculté d'exercer un vote blanc prise en compte, que tout le monde semble appeler de ses vœux, franchement, il n'est pas logique d'obliger l'électeur à se munir d'un morceau de papier blanc. D'ailleurs, comment évaluera-t-on qu'il est exactement blanc? Ne serait-il pas bistre? Serait-il du bon format? La manière dont il est découpé ne constituerait-il pas un signe distinctif? Donc, je pense qu'à un moment donné, obliger l'électeur à se munir d'un tel morceau de papier ou mettre à la charge de l'administration l'obligation de lui en fournir ne me semble pas être une amélioration vers la reconnaissance du vote blanc. Et c'est pour ça que nous avons, avec d'autres, déposé un amendement pour en revenir à la version qui était sortie de notre première lecture dans le consensus. S'agissant de la date d'application, vous voyez, mes chers collègues, et nous le savons tous, parce que la majorité d'aujourd'hui peut être l'opposition d'hier et inversement, que l'organisation logistique des élections municipales sur l'ensemble des... Mais sans doute un jour, mon cher collègue, le plus tard possible, je le souhaite pour la France, mais pourquoi pas. En tout cas, l'organisation logistique d'une élection municipale est quelque chose de lourd, qui fait que, naturellement, l'administration ne peut la préparer que dans le cadre de la législation existante, et que donc un certain nombre d'éléments de préparation de cette élection municipale ont été faits sans tenir compte de ce texte qui aujourd'hui n'est pas encore la loi de la République. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons et nous savons qu'il est techniquement possible, pas si simplement qu'on veut bien l'imaginer, de le faire pour l'élection européenne, mais pas pour l'élection municipale, en l'état actuel des choses et en l'état de ce qui est déjà engagé pour la préparation de cette élection. Alors si la date du 1er avril apparaissait comme une provocation et que le consensus pouvait être trouvé sur un amendement qui dirait plutôt le 1er juin, j'y suis tout à fait disposé, mais n'y voyez pas une malice qu'il n'y a pas. Moi je pense qu'il faut continuer de faire preuve d'esprit de consensus sur un texte qui, à l'arrivée, doit répondre totalement à l'esprit de ses initiateurs, ce qui, de mon point de vue, n'a pas été... le Sénat n'est pas allé dans ce sens, qu'il soit techniquement possible de mettre en œuvre dans des délais convenables, et n'essayons pas d'avoir une crispation artificielle ou des procès d'intention, parce qu'après tout, s'il avait été question de faire une formule extrêmement rapide, le Sénat avait tout loisir de voter ce texte conforme, et je ne vois pas pourquoi, parce que, de mon point de vue, il l'a dégradé. Nous devrions continuer et accepter cela ainsi. Pour le reste, on peut regarder l'ordre du jour et il n'y a peut-être pas, je ne peux m'engager sur ce sujet, mais il n'y a peut-être pas que les fenêtres de tir des niches parlementaires de l'UDI pour régler cette question dans des délais qui conviennent à tout le monde. Merci beaucoup. Patrick Devedjian. Monsieur le Président, la distinction entre le vote nul et le vote blanc me paraît un peu de même nature que la discussion sur le sexe des anges
que tenaient les Byzantins au moment où les barbares étaient au pied des remparts. Parce qu'aujourd'hui, notre démocratie est plutôt menacée de délitement, d'évanouissement progressif par mille choses qui l'attaquent. Et la vraie question qu'on peut se poser, finalement, c'est quel est le sens du vote? À quoi sert le vote? Est-ce que ça a une signification métaphysique? Et donc, est-ce que le vote sert à exprimer la vérité de toute personne qui l'émet? Dans ce cas-là, effectivement, je comprends la signification du vote blanc, parce que c'est une expression, ça, je n'en discute pas. Ou bien, est-ce que le vote est un acte politique destiné à remplir une fonction, cette fonction étant de choisir les dirigeants de la collectivité ou de la nation? Et donc, si le vote a pour vocation d'exprimer un choix, alors le bulletin nul, comme le bulletin blanc, est finalement le contraire même du sens du vote. Et donc je pense que c'est vraiment une erreur d'appréciation que de vouloir introduire une dimension métaphysique, c'est-à-dire l'expression de ma vérité, dans la signification d'un vote. Un vote, c'est de toute façon un compromis, parce que je sais que la personne pour laquelle je vote, même si elle appartient à ma formation politique, n'est pas parfaite. Je suis d'ailleurs en général pas tout à fait d'accord sur tout ce qu'elle dit, mais enfin, il s'agit pour notre pays d'être administré, il s'agit pour notre collectivité d'avoir des élus qui prendront des décisions, et donc ça a une signification concrète pour la vie des gens, et non pas une vocation à rechercher une vérité absolue qui se cristalliserait dans un acte qui, encore une fois, aurait une dimension métaphysique. C'est par conséquent, à mon avis, une erreur que de se poser cette question. C'est un faux problème, et moi j'observe que c'est quand même la grande spécialité de cette majorité de cultiver les débats sur des faux problèmes, alors que notre pays est affronté. Oui, mais enfin, il est soutenu par un certain nombre de personnes. Or, mais je pense que notre pays a tellement d'autres problèmes à se poser et qu'on l'occupe, et notamment ses responsables politiques, à débattre de choses qui n'ont, encore une fois, pas de vrai sens politique, mais seulement un sens métaphysique. Je pense que c'est une erreur. Merci beaucoup. Je rappelle quand même que c'est une proposition UDI. La majorité a le dos large, mais quand même. Monsieur Assaf. Monsieur Assaf. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président, à la fois de l'expression de votre position sur le texte et de me donner la parole, et également de cette précision que vous venez d'apporter. Moi, je ne veux pas revenir sur le périmètre ou la pertinence de cette PPL. À l'évidence, quand même, elle évacue la question de savoir si le vote blanc doit intégrer le périmètre du vote exprimé valablement. Elle l'évacue complètement. Elle vise plutôt à distinguer le vote blanc des votes nuls, et donc à le reconnaître. Or, accepter le texte proposé par le Sénat, il me semble, vient à contredire l'esprit de cette PPL, interdisant l'électeur d'exprimer ce vote blanc, sa position, dans le bureau de vote même, en l'obligeant à toute une gymnastique chez lui, à choisir le bon bulletin et à, si je puis dire, à prédestiner son choix. Or, il me semble qu'il revenir sur le dispositif initial et donc accepter la dite sagesse du Sénat serait plutôt un mauvais poison pour cette PPL. Dès lors, quitte à ce que, si on veut respecter l'esprit de cette PPL, quitte à ce que ça ait des conséquences sur le calendrier de sa mise en application, c'est redonner de la pertinence à cette proposition de loi. Dès lors, moi je suis personnellement pour qu'on aille au bout de cette PPL et que pour le coup, on n'accepte pas pour des raisons de mise en application la dite sagesse du Sénat. Merci. Daniel Vaillant. Oui, Monsieur le Président, je vais être bref parce que les arguments ont été échangés. Et il m'arrive d'être convaincu par Patrick Devedjian, pas là. Parce que je crois que si, à plusieurs reprises, le débat a eu lieu, et je rappelle qu'il y a eu une première lecture ici,
et qui a conduit quand même à un consensus sur le bien fondé de la démarche de la PPL UDI, je trouve qu'en seconde lecture, on n'est pas obligé de tout remettre en chantier et que si on a pensé qu'il y avait un bien fondé à aller dans le sens de la PPL UDI après qu'il y ait eu d'autres PPL, y compris socialistes, déposés, on ne va pas refaire tout le débat. La question est de savoir si on revient au texte qui nous apparaît mieux adapté pour la prise en compte de cette expression démocratique qui est un bulletin blanc, sans rentrer, et là, moi, je considère qu'on serait hors du débat de première lecture. On a écarté l'idée de prendre en compte, dans les exprimés, un vote blanc. Après, la question de la matérialisation sur le bulletin de vote, je suis quand même convaincu, non pas parce que c'est Guy Carcassonne qui l'avait préconisé, mais je voudrais, en tant qu'ancien praticien de l'organisation des élections, il n'y a pas que l'actuel détenteur du poste de ministre de l'Intérieur qui peut témoigner. Je dis les choses très clairement. Aujourd'hui, les bordereaux de récapitulation vierges en termes d'étiquette politique, mais sont déjà, je l'imagine, imprimés par la direction des élections. Et à partir de là, je ne sais pas si vous imaginez les coûts. Je vous rappelle que pour les européennes, il y a eu une tentative que le groupe socialiste a, je crois, entravée, qui était d'économiser la matérialisation des professions de foi pour les européennes. Et que c'est par un amendement socialiste en loi de finances qu'a été réintroduite, je l'espère que c'est toujours maintenu, au nom d'une égalité de traitement des électeurs devant le suffrage. Et je pense d'ailleurs que le Conseil constitutionnel l'aurait manifesté en disant qu'il faut que l'électeur qui a Internet ne soit pas privilégié par rapport à celui qui n'y a pas accès. Mais le coût est quand même de 29 millions d'euros. Rien qu'une profession de foi, voilà, pour un tour. Donc je pense que le coût du papier est tel aujourd'hui que si on peut faire l'économie du bulletin blanc non imprimé distribué, c'est mieux, et que de ce point de vue, l'enveloppe vide témoigne bien d'un choix. C'est ni de barrer un bulletin, ni, bref, de caricaturer un vote, et donc je crois que la lecture qu'ensemble, tous ensemble, nous avions effectuée, était le bon choix et qu'il faut y revenir, et que la dénaturation par le Sénat, je ne sais pas de quoi ça témoigne. Soit ils ne sont pas convaincus en réalité du bien fondé de la reconnaissance du vote blanc, et que c'était une manière, de retarder les choses. Après, il y a la question de quand ça s'applique. Les raisons que j'ai évoquées me conduisent à penser que c'est inapplicable d'ores et déjà au municipal. À partir de là, je pense qu'il ne faut pas retarder. Si le 1er avril ferait souffrir et sourire, à ce moment-là, trouvons une date. Il faut que ça puisse s'appliquer aux européennes. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de temps non plus, et qu'il faut peut-être trouver dans la mécanique parlementaire, là c'est plus l'ancien ministre des Relations avec le Parlement, de voir s'il peut y avoir entre le groupe qui ne doit pas être dépossédé de son initiative, le groupe UDI, et le gouvernement, un moyen d'accélérer les choses dans le sens de la lecture que nous pourrions effectuer ici, une fois de plus, dans le consensus. Merci beaucoup, Philippe Houillon. Oui, Monsieur le Président, je voulais juste dire mon admiration ébahie face à de tels déploiements de talent et de raisonnement sur un texte qui me paraît n'avoir strictement aucun intérêt. Non, pardon de le dire, mais le sujet, c'est est-ce que les votes blancs sont pris en compte ou non comme des votes exprimés. Voilà, ça c'est le sujet. Dire qu'on va faire une liste séparée, etc., ne me paraît avoir aucun intérêt. Où on va au bout du sujet pour l'adopter ou non, ou bien on ne fait pas ce genre de texte qui est par ailleurs parfaitement hypocrite, évidemment, mais par ailleurs qui va être ressenti comme une insulte par rapport à l'égard des gens qui votent blanc, parce que c'est vraiment totalement inutile. Merci. Guillaume Larrivé. Oui, moi je voterai en faveur de la proposition de loi de François Sauvadet en l'état. Si le texte qui nous est soumis consistait à prendre en compte les votes blancs parmi les exprimés, je ne l'approuverai pas, car je pense que ce serait pas un facteur de clarté.
En revanche, le texte tel qu'il nous est soumis me paraît être un progrès raisonnable. Et donc je le voterai. Et François Vinçon pour conclure cette discussion. Écoutez, mes chers collègues, si le vote blanc était déjà reconnu au sein de notre commission, je voterais blanc. Mais comme il ne l'est pas, je voterai contre. Plus sérieusement, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde l'état de notre société, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, moi je suis partisan de renforcer la crédibilité de nos élus et non pas de l'affaiblir. Qu'on ne se trompe pas, on va avoir des décisions difficiles à prendre en matière économique, en matière sociale, dans différents domaines. Et aujourd'hui, et demain, nous aurons plus que jamais besoin d'élus crédibles et forts. Et je pense que cette proposition, qu'on le veuille ou non, va dans le sens de l'affaiblissement de la crédibilité de l'élu. Donc c'est la raison pour laquelle, et puis je pense aussi qu'on court un peu à une forme, enfin disons qu'on prête le flanc à une forme de populisme, et cela me dérange aussi. Donc ce sont pour toutes ces raisons que pour ma part je voterai contre. Merci beaucoup le rapporteur pour répondre à l'ensemble des interrogations avant de passer à la discussion des amendements. Oui, je vois que le consensus est en marche et que et je m'en réjouis. Les uns ont considéré qu'il y avait des sources d'inspiration métaphysique. Je remercie Patrick Devedjian de me reconnaître cette vertu d'inspiration métaphysique, alors que c'était assez pragmatique comme démarche. Non, simplement et sérieusement. D'abord, sur les arguments techniques, moi, je suis un peu troublé par les arguments techniques qui sont avancés par notre collègue, ancien ministre de l'Intérieur, quand j'apprends et quand je vois qu'au Sénat, la date d'application au mois de février, avec l'accord du gouvernement, était fixée au 1er mars. Avec l'accord du gouvernement. Et que, une fois que le gouvernement a donné son accord pour cette application au 1er mars, on découvre, parce que le temps avance, que ça poserait un problème d'ordre technique. Moi, je trouve qu'il y a une véritable hypocrisie dans ce domaine-là. La question qui nous est très directement posée, j'entends bien le débat sur doit-on considérer une enveloppe vide comme un bulletin un blanc ou non. Mais franchement, la reconnaissance du vote blanc, elle est possible si aujourd'hui nous avons un conforme. Sinon, ne nous y trompons pas. Ça ne se fera pas. Ou en tout cas, ça ne se fera même pas pour les élections européennes. Tout simplement parce que le calendrier ne le permettra pas. Prochaine niche parlementaire, ce sera au 22 février. Donc vous le voyez, le Sénat restera sur sa position, je m'en suis entretenu avec les sénateurs, sur le fait qu'il ne veut pas qu'une enveloppe vide soit considérée comme un bulletin blanc. Ensuite, que la personne puisse faire le geste d'aller se découper son bulletin, etc. Après tout, ce sera aussi la manifestation d'une volonté exprimée. En tout cas, moi je vous le dis, on est une croisée de chemin. Soit on le fait maintenant, et ce sera une avancée, quitte à améliorer la loi avec le temps, et on sait très bien que l'œuvre législative n'est jamais achevée, soit on ne le veut pas, et il faut l'assumer comme tel. Mais en tout cas, il faut qu'on sorte de cette hypocrisie. Non, mais je remercie Patrick de son encouragement, et je lui sais beaucoup de gré de me soutenir, y compris dans la démonstration que je suis en train de faire. Mais enfin, quant à me dire d'autre part que ça encourage le populisme, je crois qu'au contraire, vous savez, le fait de permettre à nos compatriotes d'être reconnus lorsqu'ils vont voter et qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'offre politique, je trouve personnellement que c'est une avancée démocratique. D'ailleurs, est-ce que les pays qui s'y sont déjà engagés n'ont pas souffert de cette démarche? On n'a pas noté une accélération du populisme via la reconnaissance du vote blanc. C'est simplement un acte politique du législateur qui vise à considérer que celui qui va voter et qui ne se reconnaît pas dans l'offre politique glisse un bulletin blanc dans son urne et indique ainsi son choix. Moi, j'aurais préféré qu'on aille jusqu'au bout de la démarche, je ne vous le cache pas, que ce soit reconnu comme un suffrage exprimé. Je prends note et je prends acte qu'il y a une volonté extrêmement partagée et très large de ne pas le reconnaître comme suffrage exprimé. Mais moi, de grâce, je vous le dis, il faut qu'on sorte des postures hypocrites. Soit on veut la reconnaissance, et c'est une première étape, je reconnais qu'elle est imparfaite, et je partage qu'a dit complètement le président de la commission des lois et les remarques des uns et des autres. Mais soit on fait cette avancée aujourd'hui, sans quoi, je vous le dis, ça ne se fera pas.
Parce que quel est le gouvernement ou le membre du gouvernement qui va dire aujourd'hui, je reprends d'ailleurs les arguments des uns et des autres, qui va se saisir de cette question pour l'inscrire de manière prioritaire et d'application avant les élections municipales? Aucun ne le fera. Aucun gouvernement ne le ferait dans le contexte qu'on traverse. Non mais franchement, donc je vous le dis, on est place à nos responsabilités. Moi je vous engage vraiment à dire si oui ou non vous êtes pour cette étape de reconnaissance. Si vous êtes pour cette étape, elle est imparfaite, j'en conviens, elle nous revient du Sénat, votons-la et adressons un signal à nos compatriotes que pour ceux qui voudront vraiment voter blanc avec toutes les imperfections, ils pourront le faire pour les prochaines élections. Parce que avoir ce débat aujourd'hui et dire finalement on ne va pas le faire au motif que le vide ne serait pas considéré comme blanc, moi je ne sais pas comment vous allez l'expliquer à nos compatriotes. Moi, pour moi, la démarche est assez simple, c'est imparfait, mais en tout cas, c'est une dimension à laquelle nous pouvons apporter une avancée démocratique ou pas. Voilà, et chacun prendra ses responsabilités. Merci, monsieur le rapporteur. Nous allons donc pouvoir commencer l'étude des amendements. Le premier est un CL2 présenté par Sergio Coronado, qui ne doit pas avoir de grands doutes sur l'issue de son débat. Oui, je sais que je vais faire chou blanc sur le vote blanc, comme diraient de mes collègues. Ce débat, nous l'avons eu en première lecture, ici en commission et en plénière. Moi, j'ai toujours été partisan, en effet, d'une reconnaissance du vote blanc dans la détermination des suffrages exprimés. Je pense que même s'il faut accepter évidemment le consensus qui s'est dégagé et l'avancer à petits pas, comme vient de le rappeler monsieur le rapporteur, il faut avoir dans l'idée que rien n'est acquis et que l'adoption de ce texte ne détermine pas le fait qu'on puisse un jour avoir une reconnaissance pleine et entière. Donc c'est pour ça que j'ai redéposé cet amendement. Ça me semblait important, avec évidemment l'exclusion de l'élection présidentielle en raison de la difficulté que cela pose avec l'article 7. Néanmoins, j'ai bien entendu la prise en compte des résistances par monsieur le rapporteur, et que moi aussi j'ai envie d'aboutir et de ne pas mener les mêmes débats que nous avons eus précédemment. En signe de bonne volonté, je retire l'amendement. Merci, monsieur le député. Vous gardez la parole pour nous présenter le CL1, qui est d'ailleurs identique au CL3. Oui, je pense qu'on va faire une discussion groupée de ces amendements. Il s'agit en effet de revenir à la version adoptée par l'Assemblée en première lecture, et donc à ce que vous avez appelé l'idée ou l'invention trouvée par Guy Carcassonne, en fait, de permettre que les enveloppes sans bulletin puissent être considérées comme exprimant la volonté de l'électeur de refuser le choix qui lui est offert, donc être considérées comme des bulletins blancs. Voilà, je crois que nos collègues socialistes ont déposé le même amendement, donc je ne doute pas, puisque c'était le vote de la majorité lors de la première lecture, que contrairement au premier amendement, celui-ci recevra un accueil favorable. Merci, monsieur le député. Monsieur Poplin pour le CL3. Oui, je ne reviens pas sur le fond, puisque je l'ai exprimé pendant la discussion générale. Simplement, je veux dire à notre collègue Sauvadet qu'il n'est pas question de ne pas vouloir faire, mais qu'il est simplement question de vouloir bien faire. Et je pense qu'avec un peu de bonne volonté, on doit pouvoir y arriver, et y compris d'ici aux prochaines élections européennes. Mais de grâce, que nous n'ayons pas, à travers le dépôt de ces amendements, des procès d'intention, car de ce que j'ai observé de notre débat en commission aujourd'hui, les soutiens à votre proposition de loi, ils sont venus de manière unanime de la majorité, et les réticences, les oppositions, voire même les colibets, ils sont venus d'une partie de vos partenaires de l'UMP. Très bien. Quel est l'avis du rapporteur sur ces deux amendements identiques? L'avis est défavorable. Je comprends bien l'inspiration qui anime nos collègues, mais je vous le dis, si on vote ces deux amendements, ou si vous les votez, moi je ne les voterai pas, j'ai mis un avis défavorable. Ça va pas simplement reporter le texte et son application. Je vous dis très clairement que ça menacera l'adoption même de cette loi, de cette proposition de loi. Ça le menace. Alors, je ne veux pas vous soupçonner, parce que je ne m'y livrerai pas, vous soupçonner d'intention qui serait celle de finalement d'afficher le vouloir et de ne pas le vouloir en réalité pour des motifs liés à l'émergence de triangulaires, avec des formations politiques dont nous combattons. Non, mais je dis simplement ça. Non, je dis je ne veux pas le penser. C'est la raison pour laquelle je voulais l'exprimer, pour ne pas m'autoriser à le penser plus avant.
Et je voulais de cette manière vous inviter à une réflexion. Moi, vous savez, je suis encore un jeune parlementaire, donc je me vois encore quelque avenir dans cette maison. Et donc, je mesure que l'œuvre législative, elle est toujours imparfaite. Elle sera toujours devant nous pour atteindre cette perfection céleste à laquelle aspire pour mon propre compte Monsieur Devedjian, ce dont je le remercie avec beaucoup d'amitié. Mais en tout cas, si on vote ça, je vous le dis, c'en est terminé de cette proposition de loi. Mais je vous prends les paris, ou en tout cas elle interviendra après les élections. Comment vous allez expliquer à nos compatriotes que finalement vous êtes tous pour, mais que, au motif qu'on ne compterait pas comme bulletin blanc une enveloppe vide, vous allez remettre en cause cette reconnaissance du bulletin blanc? Enfin franchement, moi ça va être un exercice compliqué. Moi je vous le dis, si on le veut, on le fait, et puis on améliorera le texte, et il s'appliquera dès les élections. Mais comment allez-vous expliquer? Ça ne se fera même pas pour les européennes. Je prends date ici en vous le disant. Et vous le savez tous. Donc, soit on avance aujourd'hui, soit effectivement chacun assumera ses responsabilités. Mais il ne faut pas se chercher de faux nez. Franchement, ne nous cherchons pas de faux nez. Moi, je vous invite vraiment à la responsabilité. Et je me tourne aussi vers le président de notre commission pour lui dire, il a tellement porté ce texte qu'il devrait se réjouir que je sois à ses côtés pour faire enfin avancer le sujet. Et donc, je compte, comme il a pu compter sur moi pour ne pas avoir reconnu dans les suffrages exprimés, je compte aussi sur lui, qu'il l'a porté avec autant d'enthousiasme dans l'opposition, pour le faire avancer, maintenant qu'il est en charge de responsabilité à la commission des lois, considérant que j'ai fait un pas considérable également pour ne pas voir considéré comme suffrage exprimé le vote blanc. C'est une forme d'invitation et voilà, une main tendue, Monsieur le Président. J'allais dire des bras ouverts. Je la prends comme telle, Monsieur le député. D'ailleurs, je vous propose que le jour où cette loi soit promulguée, je vous invite à la buvette. Et vous verrez que nous tiendrons nos promesses. Ce texte sera appliqué. Après les élections, ça j'en suis sûr. Aux dates des amendements que défend Monsieur Poplin. Je soumets au vote le CL1 et le CL3 qui est un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Les amendements sont adoptés. Je soumets l'ensemble de l'article 1, qui est pour, contre, il est adopté. Même avis, donc même vote sur l'article 4. Sur l'article 5, Monsieur Poplin, je crois que le débat a déjà largement eu lieu. Oui, c'est pareil. Les motifs ont été, je crois, exposés, renforcés par l'intervention de notre collègue Daniel Vaillant. J'ajoute sincèrement que si la date du 1er avril, cette forme d'hommage à notre collègue Poisson, pose difficulté, on peut, dans le débat général, trouver une autre date. Ce ne sera pas le 1er juin, mais parce que les élections européennes sont le 25 mai, mais ça pourrait être le 1er mai, le cas échéant. Très bien. Merci, Monsieur le député. L'avis du rapporteur sur ce CL4 ? Mais ça va être le même argument que vous allez nous opposer au moment des élections européennes. De dire comment allons-nous faire, puisque s'il advenait que la loi soit votée, la proposition de loi soit votée aussi rapidement, ce que je ne pense pas possible, vous allez nous faire le même coup. Enfin, c'est d'une hypocrisie sans nom. En février, le gouvernement donne son accord à un amendement de M. Richard pour dire ça s'appliquera effectivement au 1er mars. On se retrouve quelques mois plus tard avec le même gouvernement soutenu par la même majorité, et le groupe majoritaire de la majorité nous dit, écoutez, excusez-nous, c'est juste pas possible, on verra ça au 1er avril. Mais c'est un gag. C'est un gag. Très bien. Merci, Monsieur le rapporteur. Je soumets le CL4 au vote de la commission, qui est un avis défavorable du rapporteur, qui est pour l'amendement du CL4, qui est contre. L'amendement est adopté. Je soumets l'ensemble de la proposition de loi du groupe UDI qui est... Pardon, il y a un article 5 ? Ah pardon, l'ensemble de l'article 5, oui, qui est pour l'adoption de l'article 5, qui est contre. L'article 5 est adopté. Je soumets donc l'ensemble de la proposition de loi qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La proposition de loi est adoptée. Elle est donc inscrite à l'ordre du jour le 28 novembre et nous nous retrouvons pour la prochaine réunion de la commission des lois mardi prochain à 14h30.